Jeudi 8 février 2024, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et à toutes. Et tout de suite, on les détaille des informations de ce jour. L'augmentation de taux de rapatriement de devises jusqu'à 86% en son jour est d'une grande importance pour stabiliser la valeur de la monnaie malagasy. Une attention particulière devra également être portée au contrôle des échanges en contrôlant l'importation et la remise des devises sur le marché d'échange ou le MIT. Pour les entreprises concernées, l'urgence de la résolution du problème de l'électricité et l'accélération des décaissements de l'aide étrangère ont également été évoqués lors du Conseil des ministres d'hier. Reportage de Sech Hadjianassi. Une des raisons de la dépréciation de l'arrière est l'insuffisance des devises rapatriées. Ainsi, l'objectif est d'augmenter le taux de rapatriement jusqu'à 86% d'ici 100 jours, d'après le rapport du Conseil des ministres d'hier. Une attention particulière devra également être apportée au contrôle d'échange tout en contrôlant l'importation des marchandises en provenance de l'étranger et la remise des devises sur le marché d'échange pour les entreprises concernées. En matière d'énergie, il a été décidé lors du Conseil des ministres que 27 centrales solaires seront construites, dont 4 sont déjà installées à 100% à Tanandav, Morundav, Marvat et Ambouichandjina Ambans, Ampujalav, Bilbé. La réception technique de ces dernières a été faite. Il y a aussi l'installation de petits réseaux qui produiront de l'électricité pour 20 localités, dont les tests ont déjà commencé sur 2 localités et 90% des travaux ont été réalisés notamment à Belamot, Betiuk et Befanjinati, Murumbe. 47 autres centrales solaires seront également construites et les équipements arriveront entre février et mars 2024. Concernant le projet Branchement Mour, qui s'adresse à 50 000 foyers, il sera réalisé en 100 jours. Le président de la République a également donné des instructions pour tout mettre en œuvre pour augmenter le taux d'émission de fonds à partir de fonds étrangers. C'est l'une des priorités des 100 jours, d'après le Conseil des ministres. Actuellement, le taux de décaissement de l'aide étrangère à Madagascar est très faible et une solution est nécessaire car il n'y a plus suffisamment de contrôle sur la mise en œuvre de l'accord de prêt ou de l'accord d'aide financière étrangère. Une des solutions proposées est de transformer la mise en œuvre du projet en un département de service opérationnel des activités et d'installer des acteurs budgétaires qui n'effectuent que les dépenses sur financement extérieur et il s'agira des coordonnateurs de projet au sein du ministère qui seront nommés en tant que responsables des activités. 3 340 milliards d'arrières de flux financiers illicites ont été enregistrés en 2023 selon le rapport publié par le SAMIFIN aujourd'hui. 659 des 772 plaintes reçues par le SAMIFIN sont des déclarations d'opérations suspectes selon toujours le rapport. Reportage signé Ruth, Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Selon le rapport rendu public aujourd'hui, 35,6% des infractions constatées par le SAMIFIN sont liées à des fraudes fiscales. Pour l'année 2023, 772 plaintes ont été reçues par cette agence de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, dont 67% provenaient d'institutions financières, 10% de partenaires, 23% de SRF et 0,01% de PNFD. Parmi ces plaintes, 659 étaient des déclarations d'opérations suspectes ou DOS, explique le directeur général Mamti Naradonarsan. 3 340 milliards d'arrières de flux financiers illicites ont été enregistrés pour l'année 2023 à partir des 500 DOS traités. Par ailleurs, 58 personnes physiques et 22 personnes morales ont été condamnées par le PAC après le transfert de 10 dossiers par le SAMIFIN. Pour la DGI, 93,6 millions d'arrières de redressement et 37,5 millions d'amendes. Et pour la DGT, 50 millions d'amendes. Concernant les actualités météorologiques, les services météorologiques annoncent toujours de fortes pluies dans plusieurs régions de Madagascar pour les 3 jours à venir. Le nord-ouest, le centre et le sud-est de la Grande Île seront particulièrement touchés si de nombreuses autres régions sont encore placées en alerte de fortes pluies. Reportage. Les fortes pluies se poursuivront pour les 3 prochains jours dans plusieurs régions de Madagascar, selon le service de la prévision météorologique aujourd'hui. Le nord-ouest, le centre et le sud-est de la Grande Île seront particulièrement touchés. L'alerte jaune forte pluie est lancée pour les régions de Vatvav, de Fitfnan et d'Atimotsnanan.
Des fortes pluies y sont attendues jusqu'à samedi. L'alerte verte est lancée pour les régions Analamang, Antinanan, Sofia, ainsi que les districts de Mazanga 1 et 2, Marvoy, Mitsindu, Soualal, Bessalampi, Mentran et Antsalouv. La région Sofia sera particulièrement touchée à partir du 9 février, selon les informations. Les fortes pluies ont déjà provoqué la hausse du niveau des rivières et des fleuves dans plusieurs régions de l'île, notamment à Tananarive, où la hausse du niveau de la Sisson a déjà conduit à l'évacuation de quelques foyers. Cela risque de se poursuivre dans les prochains jours et les zones inondables sont également menacées à cet égard. Ainsi, l'appel à vigilance des résidents se poursuit toujours afin de prévenir tout danger. Ensuite, la gestion des déchets, des eaux contaminées et l'utilisation de la latrine sont des mesures visant à prévenir la propagation des maladies diarrhéiques épidémiques telles que le choléra, explique le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pendant la période de l'épidémie qu'il faut préserver l'hygiène et la propreté, mais l'objectif est que chaque individu ait un changement de comportement à long terme. Reportage de Mervoulet Sferan sur les images de Praz d'Enili. Les maladies diarrhéiques épidémiques, comme le choléra, sont souvent causées par l'eau contaminée et peuvent rapidement entraîner la mort si elles ne sont pas traitées à temps. L'une des causes les plus courantes de transmission du choléra est la défécation à l'air libre et la propagation des ordures. Les déchets provenant de la propagation des matières fécales transportent des bactéries pathogènes dans l'eau que les gens utilisent et dans les aliments. La prévention du choléra commence donc par chaque individu, mais il y a aussi une responsabilité assumée par le gouvernement. Pour le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, il y a une feuille de route qui a été établie, à savoir le Madagascar Amadiou 2030, qui définit la manière de gérer les déchets, les eaux usées et la défécation à l'air libre. Parallèlement à cela, il existe le Code municipal de l'hygiène pour chaque commune et la construction des infrastructures sanitaires afin d'éradiquer complètement la défécation à l'air libre. Aussi, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène renforce les messages de sensibilisation pour le respect de toutes les mesures sanitaires y afférentes. Ces messages incluent également des rappels sur l'importance de la préservation de l'assainissement et de l'hygiène qui pourrait constituer une barrière à cette forme de contamination, notamment l'assainissement de base par le biais de l'utilisation de latrines hygiéniques, le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon, l'utilisation de l'eau potable, la cuisson et le lavage des aliments. Mais les violences en ligne à l'égard des enfants prennent de plus en plus d'ampleur actuellement. 80% des enfants âgés de 9 à 17 ans qui utilisent Internet sur lesquels le CPAT a mené une enquête ont presque tous été victimes d'abus sexuels en ligne et 45% d'entre eux sont des filles. Félen Rakoudarsoul et Hassan Rafanzanar nous en disent plus. D'après les résultats d'une étude réalisée en 2021 par ECPAT sur l'exposition des enfants à l'exploitation et aux abus sexuels en ligne dans 6 centres urbains avec le soutien de l'UNICEF, 78% de plus de 1500 enfants âgés de 9 à 17 ans utilisent Internet. 58% se connectent à Internet plus de 5 fois par semaine et 82% utilisent Internet et passent plus de 2 heures en ligne chaque fois qu'ils se connectent. En revanche, seulement 50% des parents des enfants inclus dans l'étude utilisent Internet et 57% d'entre eux se préoccupent de l'utilisation des médias sociaux par leurs enfants. Par ailleurs, 84,4% des jeunes à Madagascar ont déjà été victimes de violences en ligne. Cyberharcèlement, avances, demandes de rencontres, etc. Internet nous est pourtant utile dans notre vie quotidienne et c'est la raison pour laquelle il est important de savoir l'utiliser d'une manière responsable selon un formateur de l'ECPAT. Ainsi, les parents sont encouragés à surveiller et à renforcer la relation avec leurs enfants pour éviter de mauvais incidents sur l'utilisation d'Internet et aussi à avoir le courage d'alerter les autorités telles que la police, les gendarmes, le Fukuntan et bien d'autres s'ils constatent un cas de violence suspecte contre des enfants. Dans un tout autre contexte, la région d'Analamang a participé aujourd'hui à la restauration de couvertures forestières en plantant des centaines d'arbres fruitiers dans le parc d'Analamang, commune d'Apangabé. L'équipe de la région d'Analamang, dirigée par le gouverneur Erasoa Marmak, a été accompagnée des directeurs régionaux du ministère et du vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar, Natera Koutmaouf et Nzar Radjiantsu.
À l'entrée du parc Analamanga, dans quelques mois, les visiteurs pourront s'abriter à l'ombre de nombreux arbres fruitiers. En effet, des centaines d'arbres fruitiers ont été plantés par la région d'Analamanga, non seulement à l'entrée du parc, mais dans toute la zone touristique, dont des avocatiers, des néfliers, mais aussi des arbustes à croissance rapide, comme les acacias et les frênes, selon les présidents de la directrice régionale de l'environnement et du développement durable. Les arbres fruitiers ont été spécialement choisis pour être plantés ici dans ce lieu touristique, afin que les personnes qui visitent les lieux puissent récolter les fruits, selon le gouverneur de la région Analamanga. À travers cette initiative également, la région d'Analamanga participe à la préservation de l'environnement et à la campagne de reboisement du président de la République Malagasy. Ce reboisement se fera dans toutes les communes de la région Analamanga, en parallèle aux travaux de développement, a ajouté le gouverneur Eraso Marmak. Ce dernier exhorte tout un chacun, les citoyens responsables, à planter des arbres. À noter que la région d'Analamanga participe à la mise en œuvre de la politique générale de l'État dans tous les domaines. Concernant maintenant les actualités sportives, la Pure Play Football League, le championnat de Madagascar de football de première division débutera ce samedi avec 8 matchs à l'affiche. 3 rencontres sont programmées pour la journée du samedi et 5 pour dimanche. À noter que la Pure Play Football League ne comptera que des matchs aller simples avec 16 participants répartis en 2 conférences pour cette année. Antar Hazanaville. La Pure Play Football League débutera ce samedi avec 8 matchs à l'affiche lors de cette première journée. 3 rencontres auront lieu pour la journée du samedi et 5 pour dimanche. Le premier match de ce samedi opposera le Disciple FC à l'Elgeco Plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar il y a 2 semaines. Cette rencontre se déroulera à l'Elgeco Plus Stadium à 14h30. Les 2 autres matchs opposeront d'une part la SFF Analamanga, demi-finaliste de la Coupe de Madagascar, au club omnisport des forces armées, COSFA, à Mbatujazak, et d'autre part le Taramanjous Formation, à Luskafoot, à Mahadang. Les 10 autres équipes entreront en lice dimanche. Le champion en titre, le club Foussa Junior, accueillera chez lui, à Mahadang, le KFC Adiana. Le FC Rouge jouera contre Datu FC, à l'Elgeco Plus Stadium Bypass à 12h30. Ce match sera suivi d'un affrontement entre le centre de formation de football d'Andouaran Foot, ou CFFA, et Mama FC. La Jessaya, représentant de la Ligue de Bungulav, va accueillir à Tirouanoumandid la Sadiana. Et enfin, Zanakala FC, qui affiche une forte ambition avec des recrutements massifs durant la période avant le championnat, ira défier le 3FB chez lui à Touliar. Pour cette année, le championnat de Madagascar, la Pure Play Football League, ne comptera que des matchs allés simples avec 16 participants répartis en 2 conférences. La conférence Nord est composée du championnat en titre, Foussa Junior FC, du Bouin, de la Zadiana, du COSFA Analamanga, de la Jessaya Bungulav, de Taramanjous, formation du Bouin, de la SFA Analamanga, de la Lochamangour, Luskafoot Analamanga et du KFC Adiana. Pour la conférence Sud, il y a l'Elgeco Plus, vainqueur de la Coupe de Madagascar représentant la Ligue d'Analamanga, le CFFA Analamanga, Mama FC d'Iurumbe, le Zanakala FC, 3FP d'Atimodjefan, Disciple FC Vaknakarach, le Datu FC d'Atimotsnanan et l'Inat FC Rouge Vaknakarach. Passons à présent aux actualités internationales. Les actes de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole le rendent-ils inéligible? Les 9 juges de la Cour suprême américaine tentent jeudi de désamorcer cette question explosive à moins de 9 mois du scrutin présidentiel. L'ex-président archi-favori des primaires républicaines demande l'annulation de la décision en décembre de la justice du Colorado, ordonnant son retrait des bulletins de vote dans cet état de l'ouest du pays. Reportage signé France 24. Devant la Cour suprême à Washington, ils sont déjà plusieurs curieux à faire la queue. Tous attendent l'ouverture des débats autour de l'inéligibilité de Donald Trump. Ce serait une décision historique et je veux être dans la pièce où cela se produira. C'est fascinant parce que cela place idéologiquement les juges dans des positions étranges dans lesquelles ils ne se trouvent pas normalement. Et puis y ajouter la politique rend le tout beaucoup plus intéressant. La plus haute cour de justice du pays a été saisie par l'ancien président après la décision du Colorado de l'exclure du scrutin. La justice de cet État considère que les actes de Donald Trump le jour de l'insurrection du Capitole le 6 janvier 2021 relevaient du 14e amendement.
Ce dernier stipule que quiconque, après avoir prêté serment de défendre la Constitution, se serait livré à des actes de rébellion serait exclu de toute responsabilité publique. La bataille juridique entre les deux camps s'annonce longue et pointilleuse. Le caractère inédit de l'affaire rend difficile tout pronostic. Une chose est sûre, la Cour suprême tâchera de statuer avant le début de l'élection présidentielle. Voter en touche serait une mauvaise idée. D'abord, des millions d'électeurs pourraient voter pour Trump alors qu'il s'avérerait ne pas être éligible. Et deuxièmement, ce serait le chaos si le pays ne savait pas, pendant toute l'élection, si Trump est éligible ou non. Cela serait une recette pour de véritables troubles sociétaux, peut-être même de la violence. Tous les spécialistes s'accordent sur le fait que la Cour suprême à majorité conservatrice tâchera d'éviter de paraître favoriser un camp par rapport à un autre. La plus haute autorité judiciaire du pays est encore échaudée par les retombées de sa décision en 2000 de donner la victoire au républicain George W. Bush sur le démocrate Al Gore. Ensuite, le Premier ministre israélien a déclaré mercredi avoir ordonné à l'armée de préparer une offensive sur Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, estimant que la victoire sur le Hamas était une affaire de mois. France 4. Les Israéliens ont frappé en pleine nuit. 2 missiles se sont abattus dans ce quartier résidentiel de l'ouest de Rafah. Un premier corps est transporté vers une ambulance. À la lueur de leur téléphone et à la force des bras, ces Palestiniens tentent de détruire des blocs de béton. Mais bientôt, c'est un autre corps sans vie qui est extrait des décombres. Au total ici, au moins 13 morts selon un officiel du Hamas. Chacun redoute un nouveau déluge de feu après la déclaration mercredi soir à la télévision du Premier ministre israélien annonçant après Khan Younes une prochaine offensive sur Rafah. Une décision alors qu'un nouveau cycle de négociations en vue d'une trêve débute ce jeudi au Caire. Mais ces Palestiniens n'y croient pas. Je ne vois pas de trêve et je n'y crois pas après ce que j'ai vu cette nuit. Des missiles non-stop, on a entendu les missiles toute la nuit. Peu importe où vous allez, il y a des missiles à la frontière, à l'est, à l'ouest, partout. Comment voulez-vous qu'il y ait une trêve alors que la population est massacrée ici ? Plus d'1 300 000 Palestiniens, près de la moitié de la population gazaoui, vit désormais dans cette zone refuge du sud de l'enclave, sous des tentes et dans des conditions sanitaires désespérées selon l'ONU. Rafah a vu sa population multipliée par 6 en 4 mois. Ce mercredi, le secrétaire général de l'ONU lançait un énième appel à l'arrêt des combats. Je suis très inquiet d'entendre que l'armée israélienne a l'intention de se concentrer ensuite sur Rafah. Une telle action aggraverait de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences régionales incalculables. Dès les premières heures de la guerre, les Israéliens avaient largué des tracts sur la ville de Gaza, appelant les habitants à fuir vers le sud. Beaucoup se sont alors déplacés en direction de Khan Younes, devenu mi-janvier le nouvel épicentre des combats. De nouveaux tracts ont alors ordonné aux habitants d'évacuer vers la ville de Rafah. Désormais, chacun se demande où aller. Rafah, disent-ils, est un cul-de-sac. Juste derrière, il y a le checkpoint avec l'Égypte, toujours fermé. Miraculée du premier jour, la Côte d'Ivoire sera en finale de sa CAN face au Nigeria dimanche, après sa victoire mercredi sur le score de 1-0 contre la RD Congo grâce au revenant Sébastien Haller. Dans les rues d'Abidjan, l'heure est aux célébrations alors que le pays est passé proche de l'élimination en phase de poule. France 4. Une scène de liesse à laquelle peu de monde aurait cru. Les Ivoiriens sont en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations et rêvent d'un 3e sacre dimanche, après être passé tout près de l'élimination au terme des matchs de poule. Quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. Il faut continuer dans cette logique-là parce qu'il ne faut pas arriver jusqu'au bout pour lâcher. On a encore un grand match à livrer ce dimanche, donc il faut rester concentré, il faut retrousser les manches. Les éléphants s'offrent un duel au sommet face aux Nigérians dimanche, qui les avaient battus en phase de poule. Dans ce bar de Lagos, il a fallu attendre la séance de tir au but pour pouvoir enfin souffler. Après un scénario rocambolesque, avec un but nigérian annulé, suivi dans la foulée d'une égalisation sur pénalty de l'Afrique du Sud à la dernière minute. Je suis heureux et je sais que le Nigeria sortira vainqueur. Nous devons soulever cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est prêt.
Le sélectionneur du Nigeria qui dispute sa première CAN espère réussir le hold-up parfait sur les terres ivoiriennes. Quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit que je voulais gagner la CAN. Je ne sais pas si quelqu'un l'a cru ou pas. J'y ai cru dès le premier jour. Nous n'avons rien gagné jusque-là, mais nous voulons gagner la CAN. Le dernier titre du Nigeria remonte à 2013, presque une éternité dans le monde du football. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.